Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, à l'occasion de la 29e semaine de l'emploi, semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, l'URSSAF, l'AGEFIP et l'UNEA se sont mobilisés pour mieux vous accompagner. Donc, je suis Émilie Frémut, responsable partenariat de l'URSSAF. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec à mes côtés. Donc, je suis Elodie Kibel, chargée de mission à la GFIP Normandie. Et nous avons aussi Pascal Audou qui va se présenter et qui est à distance. Oui, bonjour Pascal Audou, je suis chargée de mission UNEA Hauts-de-France, Normandie. Merci Pascal. Nous sommes accompagnés d'une équipe d'experts qui est présente pour répondre à toutes vos questions. Alors pourquoi ce webinaire? Nous avons souhaité vous proposer ce rendez-vous durant cette semaine particulière afin de vous aider à préparer au mieux votre DOETH 2026, notamment en raison de nombreux démarchages abusifs récemment constatés. Alors, ce webinaire ne va pas porter sur des modalités de calcul et déclaratives. Vous savez que tous les ans, l'URSSAF et la GFIP organisent des webinaires sur ces sujets au premier trimestre de l'année, mais ils visent à vous présenter les bonnes pratiques essentielles et des points clés, ainsi que les services AGFIP et URSSAF pour vous accompagner. À ce titre, je précise que ni l'URSSAF ni la GFIP ne mandatent d'organisme pour vous proposer des dépenses ou des services déductibles de votre contribution au ETH. Nous verrons ensemble comment réagir en cas de sollicitation. Alors, notre programme, les points clés de votre obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pardon, un point sur 2 types de déductions possibles de la contribution, les points de vigilance sur les démarches frauduleuses, quelles bonnes pratiques à suivre. Et puis, nous terminerons cette séance par une séance de questions-réponses. Juste avant de commencer, je vous précise quelques règles sur le webinaire. Il est enregistré et vous aurez la possibilité de suivre le replay sur nos sites respectifs et sur la chaîne YouTube URSSAF Normandie. Pour toute question sur votre situation personnelle ou sur une demande en cours, je vous invite à la poser sur votre compte en ligne. Et pour obtenir le support de présentation, il vous suffira juste de répondre au questionnaire qui sera adressé, posté dans le live chat. Nous allons commencer. Première partie sur les points clés de l'OETH et nos services pour mieux vous accompagner. Voilà, je vais laisser Élodie nous présenter un schéma global sur l'obligation d'emploi de personnes handicapées. Oui, cette slide vous permet du coup de vous rappeler comment calculer votre obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En fait, depuis la loi de 1989, comme vous le savez peut-être déjà, il y a un principe donc, qui est une obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif de l'entreprise. Cette obligation, elle est valable uniquement pour les entreprises de 20 salariés et plus. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre à cette obligation de 6% de travailleurs handicapés. La loi de janvier 2020, qui s'appelle Choisir son avenir professionnel, va vraiment rappeler et privilégier que l'emploi direct de personnes en situation de handicap est une réponse pour donc son obligation d'emploi. Quand on entend emploi de travailleurs en situation de handicap, on va vraiment parler de tous les types de contrats. C'est vraiment important de le repréciser aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir déclarer vos stagiaires, vos personnes en CDI, en CDD, en intérim et en alternance. On voit vraiment l'emploi au sens large. Bien sûr, l'entreprise, elle peut s'acquitter de son obligation d'emploi, elle peut y répondre par d'autres moyens. Elle peut aussi choisir de régler une contribution auprès de l'URSSAF, si son taux est inférieur à 6%, ou bien elle peut aussi faire le choix d'opter pour la signature d'un accord agréé avec la DRETS de son territoire. Au-delà de l'emploi des BOETH, vous allez aussi pouvoir, en tant qu'entreprise, effectuer des dépenses par rapport à cette obligation d'emploi et donc réduire votre contribution.
Pour cela, nous allons le voir ensuite, il y a 2 dépenses possibles, 2 dépenses déductibles, que nous allons pouvoir ensuite voir et je laisse Émilie reprendre la main pour vous, rappeler peut-être comment déclarer en DSN tous ces champs, d'obligation d'emploi des personnes handicapées. Merci Élodie. Donc, quelques informations sur, pour mieux comprendre vos obligations et la notification URSSAF. Donc avant tout, l'OETH, ça concerne toute entreprise, hein, puisque vous devez, chaque mois dans votre DSN, faire une déclaration mensuelle des travailleurs qui relèvent du statut de travailleur handicapé. Donc, que ce soit des personnes que vous employez ou des stagiaires, hein, y compris les jeunes de plus de 16 ans, des personnes qui sont en période de mise en situation en milieu professionnel ou pour des entreprises utilisatrices, des salariés externes. Alors, pourquoi cette déclaration? Ces données transmises vont permettre à l'URSSAF de calculer vos effectifs moyens annuels de l'année, donc là, pour l'année 2025, et de vous notifier votre effectif OETH en N+1, donc en mars 2026. Donc, pour les entreprises de 20 salariés et plus, comme le rappelait Élodie, vous avez une obligation d'emploi d'au moins 6% de travailleurs handicapés. Donc, ce seuil de 20 salariés, il doit être atteint ou dépassé pendant 5 années civiles. Hein, c'est un régime applicable depuis janvier 2020. Pour une entreprise depuis janvier 2020 qui franchit le seuil de 20 salariés sur une année, elle bénéficie d'une période de neutralisation de 5 ans. Il en est de même pour toute entreprise nouvellement créée depuis janvier 2020, créée avec 20 salariés qui seraient normalement éligibles à cette obligation d'emploi. Elle bénéficiera aussi d'une neutralisation de 5 ans. Donc, au début de l'année, donc là, avant le 15 mars, en l'occurrence 2026, l'URSSAF va vous envoyer par notification sur votre compte en ligne les différents effectifs moyens annuels qui vont vous permettre de calculer votre obligation d'emploi et, le cas échéant, une contribution complémentaire. Je tiens juste à vous rappeler que cette notification, elle n'est pas adressée par courrier, mais elle est directement transmise sur votre compte en ligne, et au plus tard le 15 mars 2001. N+1, pardon. Donc cette notification, concrètement, vous y trouvez votre effectif total d'assujettissement, le nombre de bénéficiaires internes que vous avez employés au titre de l'emploi de travailleurs handicapés, les emplois particuliers, les ECAP, hein, qui nécessitent des conditions d'aptitude particulières, et puis votre ETH, c'est-à-dire le nombre de travailleurs handicapés à employer. Vous y trouverez également toutes les informations, les guides, les sites utiles pour effectuer votre déclaration annuelle, calculer vos effectifs, corriger le cas échéant des anomalies déclaratives et payer le cas échéant votre contribution. Alors, vous avez reçu votre notification. L'autre étape clé, c'est de déclarer votre obligation d'emploi de travailleur handicapé sur votre DSN d'avril N+1, donc pour l'année 2025, DSN d'avril 2026. Donc, c'est le 5-15 mai selon votre profil d'entreprise. Cette déclaration, elle peut être associée ou non au paiement d'une contribution au ETH si vous ne remplissez pas votre taux de 6%. Donc, je ne vais pas détailler le calcul, hein, de cette contribution, mais juste vous dire qu'il y a 3 étapes. Hein, on calcule d'abord un montant brut à partir du nombre de bénéficiaires manquants que vous trouverez, hein, sur votre notification URSSAF. Le nombre de bénéficiaires est multiplié par un coefficient selon l'effectif de votre entreprise. Vous avez votre contribution brute à laquelle vous pouvez déduire un certain nombre de dépenses dont on va vous parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Juste à retenir dès maintenant qu'au niveau des dépenses déductibles directement, hein, qui sont des dépenses engagées par votre entreprise, il y a eu un changement pour l'année 2025.
Puis, nouvelle actualité 2025, pour les entreprises qui ont déjà payé une contribution, vous avez pu bénéficier d'un écrêtement. C'était une mesure transitoire, enfin temporaire, pour les périodes d'emploi de 2020 à 2024, qui était liée à une réforme de calcul de l'obligation. Le dispositif d'écrêtement s'est terminé au 31 décembre 2024. Donc la contribution, le brut, auquel on va déduire des déductions qui sont possibles. À retenir pour tout ça, l'outil officiel, le calcul de la contribution qui est sur le site AGFIP, qui est très facile à utiliser, qui vous permet de louper aucune étape et qui vous donne un montant de contribution, le cas échéant dû. Donc la contribution, elle est déclarée sur votre DSN d'avril et elle est à régler à l'URSSAF qui va la reverser à la GFIP pour tous les services après qu'ils peuvent vous proposer. Un calendrier des échéances autour de cette DOTH, donc tous les mois, hein, n'oubliez pas de déclarer en DSN les bénéficiaires de l'emploi, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés que vous employez. Janvier 2026, c'est le temps de rassembler toutes les attestations qui vont générer des déductions possibles de votre contribution. Avant le 15 mars 2026, regardez sur votre compte en ligne pour connaître la notification URSSAF qui reprend votre effectif total d'assujettissement et puis le nombre d'emplois de travailleurs handicapés à employer, puis la période de calcul avec l'outil AGFIP et la déclaration en mai 2026, le 5 ou le 15 selon votre profil, vous déclarez votre ETH en DSN et avec le règlement, le cas échéant, d'une contribution. Donc sur la période de janvier à mars-avril, vous allez recevoir sur votre compte en ligne des invitations pour suivre un webinaire URSSAF national qui va rentrer plus dans le détail du calcul et des modalités déclaratives. Alors les bonnes pratiques sur les points évoqués ensemble, bien vérifier la cotation de vos effectifs. Les anomalies fréquentes, les plus courantes et les plus nombreuses tiennent au paramétrage paye de vos salariés et à des erreurs de cotation. Par exemple, un salarié à temps partiel coté à temps plein qui peut entraîner un appel à contribution. Pour cela, vous avez des exemples concrets, précis et les modalités correctives sur le guide DSN cotisation URSSAF qui est sur le site URSSAF. Bien vérifier votre assujettissement si vous êtes une entreprise nouvellement créée et en cas de franchissement ou d'abaissement du seuil de 20 salariés sur une année. Je rappelle qu'il y a une période de neutralisation de 5 ans. Et même si vous bénéficiez de cette neutralisation de l'assujettissement, donc de l'obligation d'emploi, vous devez continuer à déclarer mensuellement vos bénéficiaires internes de l'emploi de travailleurs handicapés. Un point essentiel aussi, consultez votre compte URSSAF pour la notification annuelle qui est adressée au premier trimestre N+1. On a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises encore qui pensent que cette notification est envoyée par courrier. Elle est directement injectée sur votre compte en ligne. Si vous avez omis de déclarer, sur la DSN d'avril, nous adressons évidemment des courriers de relance. Et les courriers de relance, qui expliquent aussi comment déclarer, sont aussi communiqués sur votre espace en ligne. Simulez votre contribution avec la calculette AGFIP. Et puis, n'oubliez pas, donc ces webconférences annuelles URSSAF AGFIP pour très concrètement vous accompagner dans tous ces calculs. Alors on a souhaité avec Élodie profiter de ce rendez-vous pour vous rappeler les missions respectives de chacun de nos organismes face notamment à de nombreuses situations de démarchage frauduleux qui nous ont été remontées par vous, entreprises ou experts comptables. Donc la contribution au ETH, c'est une cotisation qui est recouvrée et contrôlée par l'URSSAF comme au même titre que les autres cotisations et contributions. Donc, ce que nous prenons en charge, voilà, c'est l'assujettissement, les enregistrements de déclarations,
le recouvrement, c'est-à-dire le paiement, le contrôle de l'application de la législation, qui peut être sur pièce ou sur place, et puis, en l'absence de déclaration, malgré nos courriers de relance, une taxation forfaitaire. Notre rôle avant tout, c'est de vous informer, de vous accompagner dans toutes vos démarches, déclaratives et vos obligations. Donc pour toute question sur vos assujettissements, sur vos déclarations, sur votre contribution, pour corriger une anomalie, déclarative, ou une question liée au paiement, n'hésitez pas à nous contacter sur votre compte en ligne. Alors on a indiqué un exemple de questions vraiment récurrentes, qui nous sont posées. Il y en a une qui n'est pas inscrite, parce qu'Élodie va vous en parler. On nous interroge beaucoup à l'URSSAF sur, les aides pour l'emploi d'une personne en situation de handicap, quel accompagnement? Et évidemment, c'est de la compétence AGEFIP et je vous laisse, Élodie, vous présenter ces missions. Merci Émilie. Effectivement, nous, on va venir en complémentarité de l'URSSAF pour accompagner l'entreprise sur des champs qui vont être relatifs au plan d'action handicap notamment. On vient accompagner la notion de référent handicap, mais aussi toute la partie gestion des ressources humaines. On a aussi attache auprès des services de santé au travail. L'idée, c'est d'avoir plusieurs axes de travail sur la notion de handicap au sens large. On va pouvoir être aux côtés de l'entreprise pour l'informer, l'orienter et la conseiller sur toutes les questions relatives à son obligation d'emploi, les outils, les services, les partenaires sur lesquels elle peut s'appuyer. On va aussi pouvoir apporter donc un diagnostic de où en est l'entreprise sur son plan d'action handicap, mais aussi être en apport d'outillage concret, pratique et pédagogique pour l'entreprise. Notamment en ce moment, avec la Semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, on a tout un panel d'outils qui est sur Activateur de progrès que vous allez pouvoir retrouver pour aussi sensibiliser le collectif de travail autour du sujet du handicap. Vous allez aussi pouvoir nous contacter si vous souhaitez partager vos expériences entre entreprises et notamment entre référents handicap par le biais d'un réseau de référents handicap pour trouver des bonnes idées, développer vos plans d'action et vos outils. Et on a aussi tout un pan autour de la professionnalisation par le biais de modules d'e-learning pour aller plus loin sur le sujet du handicap. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi tout un catalogue d'aides financières et de services à votre disposition et à la disposition de vos salariés. L'idée, c'est de ne pas d'en parler aujourd'hui car il est assez exhaustif, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur nos sites internet. Et notre contact sera évidemment délivré en fin de ce webinaire. Pour faire suite au résumé de ce que nos deux entités, URSSAF et AGEFIP, peuvent faire pour vous accompagner, on voulait faire le focus sur 2 dépenses déductibles de votre contribution, notamment pour faire écho à quelques démarchages frauduleux que vous pouvez subir, en tant qu'entreprise ou cabinet d'experts comptables. On a du coup 2 grands items de dépenses déductibles. La première, évidemment, qu'on appelle comme indiqué dépenses déductibles, qui est une dépense qui va être directement supportée par l'entreprise, plutôt favorisant l'accueil, l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Ce qu'il faut savoir et ce qu'Émilie a dit en introduction, c'est qu'il y a une petite nouveauté à partir du 1er janvier 2025. On parlait du coup de 6 dépenses potentiellement déductibles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Les 3 dépenses qui sont désormais déductibles, c'est donc l'accessibilité des locaux autour de diagnostics, d'études menées ou de travaux d'aménagement, bien sûr selon conditions. Donc n'hésitez pas à vous référer au guide de l'OETH pour aussi bien comprendre quels sont ces cas d'exception.
Vous allez avoir une deuxième dépense qui est autour du maintien dans l'emploi, de la reconversion, avec du coup tout ce qui va être de l'ordre des aménagements techniques, humains, organisationnels, en complément évidemment de ce que l'AGEFIP peut vous apporter en tant qu'aide. Et de ce fait-là, vous allez plutôt ici mettre le reste à charge qui va être mis en place sur ces actions de compensation. Et enfin, la dernière dépense qui est autour de l'accompagnement sensibilisation, sachant qu'on va être vraiment sur le collectif de travail, donc cette notion de collectif, pour des actions favorisant la prise de poste ou le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Ces déductions, elles sont limitées à 10% de la contribution brute. Donc, Émilie vous a expliqué les calculs. Vous pourrez évidemment les retrouver dans d'autres webinaires en détail ou sur le guide URSSAF. Vous rappelez du coup que ne sont plus déductibles depuis janvier 2025 plusieurs dépenses déductibles, dont celles qui sont liées à la participation à des événements de sensibilisation handicap, donc là plutôt externe en fait, type forum. Tout ce qui va être de l'ordre de partenariat associatif sans lien avec l'emploi dans l'entreprise. Donc là, on va plutôt parler de dons qui va être plutôt côté impôt. Et enfin, toutes les actions de professionnalisation auprès de dirigeants ou de travailleurs handicapés dans les ESAT, EA ou travailleurs indépendants handicapés. Vous allez pouvoir retrouver des dépenses, ces dépenses dans le guide de l'OETH pour avoir plus de détails. Attention, je préfère le rappeler ici, ça ne supprime en aucun cas les achats que vous allez pouvoir faire auprès du secteur protégé et adapté, puisque parfois, il y a du coup cette petite incompréhension par rapport à ce nouveau décret. Bien sûr, vous pouvez toujours acheter auprès du secteur protégé et adapté, que d'ailleurs je vais détailler de suite. Donc, c'est ce deuxième grand pôle de dépenses, donc, qui sont relatifs aux achats, aux contrats de prestations et de sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté. Donc, qui vont être des contrats passés avec des structures que vous allez retrouver autour des entreprises adaptées, des ESAT, mais aussi des travailleurs indépendants handicapés. Plus à la marge parce qu'un peu plus méconnues, mais aussi les entreprises de portage salarial. Ces dépenses, donc vous avez dans cette slide les modalités de calcul. Je ne vais pas vous les rappeler ici parce qu'elles sont relativement complexes et l'idée, c'est que vous puissiez aller plus loin sur d'autres supports comme le guide ou des webinaires qui iront dans le détail. Ce qu'il faut par contre retenir en termes de bonnes pratiques, c'est que vous allez prendre uniquement en compte la main-d'œuvre sur ces dépenses. Donc, c'est bien ça qui va être déduit de votre contribution. Et bien sûr, c'est à construire en lien avec l'EA, l'ESAT ou les TIH que vous allez avoir en partenariat, puisque eux-mêmes vont devoir vous délivrer une attestation annuelle, comme le disait Émilie, avant la fin janvier donc la 2026 pour le coup, pour l'année prochaine. Et c'est dans cette attestation que vous allez aussi retrouver ce niveau de détail qui va vous permettre du coup en DSN d'avoir une facilité de déclaration. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans toutes ces déductions puisqu'on va aussi avoir l'intervention de Pascal Audoux de l'UNEA qui va nous rappeler du coup les 3 typologies du secteur protégé et adapté et vous rappeler aussi par rapport aux entreprises adaptées, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'achat. Alors Pascal, on Je t'entend pas. rallume le micro, c'est Voilà, mieux comme oui. ça. Ouais. Donc oui, merci Elodie. Donc sur ce slide, effectivement, on vous a rappelé quels sont les 3 types d'acteurs dont les prestations peuvent être valorisées pour réduire vos contributions liées à l'OETH. Donc vous retrouvez ici les entreprises adaptées, les ESAT ainsi que les travailleurs
indépendants, handicapés, qui sont donc les 3 types d'acteurs qui vous permettent de réduire votre contribution si toutefois vous êtes assujetti à la contribution. Au niveau des travailleurs indépendants, vous avez la possibilité d'acheter une prestation directement auprès du travailleur, mais sachez que certains travailleurs indépendants, en fait, sont salariés par des sociétés qu'on appelle des sociétés de portage salarial. Et dans ce cadre-là, la convention que vous signez est signée de façon tripartite entre le travailleur indépendant, la société de portage salarial et vous en tant que client pour réaliser une prestation. Alors moi, je représente effectivement aujourd'hui l'Union nationale des entreprises adaptées, donc je vais vous faire une petite explication complémentaire pour préciser quelles sont les différences entre entreprises adaptées et ESAT, que vous connaissez également. Donc pour rappel, une entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire du travail qui emploie en majorité des personnes en situation de handicap. Donc en fait, la réglementation impose à une entreprise adaptée d'employer au minimum 55% de personnes qui sont reconnues handicapées. Donc ce sont soit des personnes qui sont RQTH, qui ont une RQTH, soit ce sont des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc une entreprise adaptée dispose d'un agrément qui lui est délivré par les services de l'État. Donc l'EA dépend du ministère du Travail. Donc en fait, dans les régions, ce sont les DRETS qui délivrent les agréments aux entreprises adaptées. Les ZAT, par contre, rentrent dans le milieu protégé et dépend du ministère de la Santé. Donc un ESAT dispose également d'un agrément, mais qui lui est délivré par les ARS, donc plutôt dans le domaine de la santé. On a des missions qui se rejoignent, puisque effectivement EA et ESAT font travailler des personnes en situation de handicap, mais en fait, ce qui nous distingue, c'est beaucoup le profil des travailleurs, puisque en entreprise adaptée, comme on est dans le milieu ordinaire du travail, on va employer des salariés qui ont quand même un degré d'autonomie suffisant pour pouvoir travailler sur le marché concurrentiel. En ESAT, vous allez avoir des personnes qui ont un handicap relativement plus lourd, qui nécessitent un accompagnement social, éducatif renforcé. Donc, accompagnement que nous, on ne met pas en place. Nous, on n'intervient pas sur la partie éducative et la partie médicale. On est vraiment sur l'accompagnement socio-professionnel, à visée professionnelle. Donc, les différents acteurs sont fédérés. Je vous ai indiqué dans le slide que vous recevrez à l'issue de la réunion dans différentes fédérations. Donc, l'UNEA, comme son nom l'indique, nous, on fédère les entreprises adaptées. Les ESAT sont regroupés dans un réseau qui s'appelle Handicat, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et les travailleurs indépendants sont fédérés dans un réseau qui s'appelle l'Inclusion, que vous pouvez également trouver sur les réseaux. Donc, j'ai indiqué que les ESAT et les EA disposent d'un agrément des services de l'État. Donc, pour vous, c'est important à savoir puisque vous pouvez demander auprès d'un prestataire une attestation de cet agrément pour vérifier, on parlait tout à l'heure du démarchage abusif, vous pouvez vérifier que la structure est bien agréée par les services de l'État et demander l'attestation. C'est un bon moyen déjà de repérer si vous avez affaire à un vrai ESAT ou une vraie entreprise adaptée. On peut passer au slide suivant. Il n'est pas rare que les entreprises me posent la question de savoir comment faire pour repérer les entreprises adaptées sur le territoire, sur son territoire. Donc, sachez qu'en Normandie, il existe plus de 50 entreprises qui ont un agrément entreprise adaptée. Et vous avez également 2 entreprises adaptées de travail temporaire qui sont des acteurs de l'intérim, mais spécialisés sur le handicap, donc qui peuvent aussi être des partenaires pour respecter votre obligation. Les activités sont très variées. Vous avez 19 secteurs d'activité, donc assez larges, qui sont représentés en Normandie, que j'ai indiqué dans le support, avec des activités traditionnelles. On nous repère souvent à travers les activités d'hygiène et propreté et espaces verts, mais sachez qu'il existe beaucoup d'autres activités, y compris des prestations intellectuelles, administratives, de communication, beaucoup d'activités de sous-traitance industrielle, de la menuiserie. En Normandie, on a de la menuiserie plastique, de la menuiserie traditionnelle.
C'est très varié. On a même en Normandie un producteur d'huîtres qui est la seule entreprise adaptée sur ce secteur d'activité en France. Donc, on a vraiment une grande diversité d'activités. Sachez également que dans les entreprises adaptées, vous avez affaire à des associations pour certaines. Donc, vous connaissez certainement les réseaux Papillon Blanc, APF, mais on a à peu près 50% des entreprises adaptées qui ont un statut d'entreprise commerciale. Donc, soit ce sont des entreprises existantes qui souhaitent créer un établissement avec un agrément, donc qui demandent un agrément auprès des services de l'État. Parfois, on a affaire aussi à des créateurs d'entreprises qui, dès le départ, souhaitent créer une entreprise avec un agrément, donc avec un objectif de création d'entreprise à but social. Donc, pour vous avoir accès à la liste de toutes les EA de Normandie et même de France, vous pouvez tout simplement me contacter. Je peux vous envoyer le listing des entreprises adaptées de Normandie. Vous pouvez également avoir accès au listing de toutes les entreprises adaptées agréées en France sur notre site internet unea.fr. Et je pense que Émilie pourra vous diffuser également la liste des EA de Normandie à l'issue du webinaire si vous lui en faites la demande. Merci pour votre écoute et je repasse la parole à Émilie pour aborder le sujet justement du démarchage abusif et de comment pouvoir mieux échapper à ces démarchages. Merci Pascal. Donc avant d'aborder cette dernière partie, beaucoup nous ont signalé dans le live chat qu'il y avait des problèmes de visibilité du support. Donc la qualité sera meilleure lors du replay qui sera sur la chaîne YouTube URSSAF Normandie ou nos sites. Évidemment, vous aurez le support en fin de journée ou au plus tard demain matin. Voilà. Alors le dernier volet, et ce qui nous a conduit aussi avec Élodie à organiser ce rendez-vous, on a eu beaucoup d'entreprises qui nous ont signalé, alors URSSAF et AGFIP, d'avoir été prospectées par des organisations qui se présentent au nom comme partenaires de l'URSSAF ou de l'AGFIP ou même des impôts pour soit obtenir leur effectif TH, soit les informer qu'elles ne rempliraient pas leurs obligations et qu'il fallait absolument et dans les meilleurs délais s'engager vers des dépenses déductibles. Voilà, alors nous avons fait des alertes sur nos sites respectifs. Alors des exemples de pratiques, il y a aussi des démarchages auprès de cabinets d'experts comptables, du reste. Des exemples de pratiques, donc comme je vous disais, se présenter comme partenaire de l'URSSAF ou AGFIP, des sollicitations mentionnant une erreur de calcul de la contribution, de l'effectif ou une surobligation à venir, ou des promesses d'exonération, PAC service 100% sur plusieurs années, avec toujours des éléments chiffrés en disant vous n'atteindrez pas cette année votre obligation. Donc, je rappelle que, alors, concernant les effectifs, seule l'URSSAF est habilitée à calculer les EMA annuels via vos déclarations mensuelles DSN et à vous les communiquer sur votre compte en ligne, qui est une messagerie sécurisée. Aucune société, aucune structure n'est mandatée par l'URSSAF ni par la GFI pour vous réclamer des informations, vous informer d'erreurs de calcul qui entraîneraient une majoration de votre contribution ou vous informer du montant de votre contribution à venir, puisque c'est vous qui calculez votre contribution à partir des éléments que nous vous communiquons. Donc, point de vigilance face à un argumentaire qui peut être affirmatif, qui peut être chiffré sur votre situation, sur un montant à payer, sur un nombre de ETH, sur une surcote à venir. Point de vigilance en cas de changement de seuil de 20 salariés sur une année, ou aussi pour le secteur associatif qui a été souvent ciblé par ces démarchages. Donc Élodie va vous présenter maintenant les bonnes pratiques peut-être à suivre face à ces démarches. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi, voilà, pour redire ce que disait très justement Émilie. Donc, surtout vérifiez bien vos interlocuteurs. L'URSSAF et l'AGFIP ne mandatent pas de tiers pour vous contacter sur votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Par ailleurs, n'hésitez pas aussi à bien vérifier tout ce qui est adresse mail, nom de domaine de la personne qui va vous contacter, puisque il existe aussi des personnes qui jouent un peu sur les sigles et les mots, et du coup, ça peut aussi être des adresses mail qui ressemblent fortement à nos deux dénominations. Comme le disait aussi très justement Pascal, dès lors que vous avez contact avec une entreprise adaptée, un ESAT ou un TIH,
n'hésitez pas à vérifier que celui-ci ou celle-ci est bien agréé par l'État. À chaque fois que l'entreprise vous contacte, vous pouvez demander un certificat d'agrément pour bien vérifier que cette entreprise est existante et qu'elle est agréée par l'État. Cela va vous permettre de vous rassurer sur la légitimité de l'établissement sur votre territoire. Et enfin, si je pourrais dire, dans vos interlocuteurs, n'hésitez pas à travailler en local ou par rapport à vos besoins réels en tant qu'entreprise. Vous pourrez retrouver du coup la liste des entreprises adaptées et des ESAT sur votre territoire par le biais des liens que Pascal vous donnait tout à l'heure et que nous allons remettre aussi en fin de support. Et puis, n'hésitez pas à les rencontrer pour découvrir aussi les savoir-faire de chacun et bien comprendre comment vous pouvez faire des achats plus responsables et plus locaux. Enfin, sur un deuxième point de bonne pratique, n'hésitez pas à utiliser des sites et outils officiels. On vous l'a rappelé tout au long de ce webinaire, vous retrouvez donc une Bible qui est le guide de l'OETH par l'URSSAF, co-rédigé avec la GFIP, ainsi que notre simulateur de calcul à GFIP, qui vraiment est très didactique et va vous permettre de calculer facilement votre contribution pour vérifier vous-même toutes les données que vous pourrez rentrer ensuite en DSN. Et puis surtout, ça peut paraître du bon sens, mais parfois, avec des discours qui, aux arguments bien rodés et un peu insistants, vous pouvez avoir l'impression d'être dans l'urgence. Surtout, prenez le temps de la réflexion et de la vérification en analysant bien tout ce que les personnes que vous avez au téléphone vont pouvoir vous dire, en consultant votre compte en ligne URSSAF pour vérifier toutes vos données et surtout ne pas céder à certaines pressions d'argumentation, puisque la plupart du temps, vous avez encore du temps devant vous pour tout vérifier, pour faire vos déclarations et aussi pour faire des actions sur votre obligation d'emploi. N'hésitez surtout pas à nous contacter, URSSAF ou AGFIP si vous avez tout doute et à signaler toutes les fraudes que vous pourrez recenser et voilà, toutes les données qui vous paraissent frauduleuses. Merci Elodie. Donc j'espère que ça a pu répondre aux questions que vous avez pu vous poser. Avant de passer à la séquence de questions-réponses, juste vous informer qu'on vous a mis sur une slide l'ensemble des ressources utiles et puis nos modes de contact. Hein. Notre message aussi, c'est en cas de doute, en cas de question, vous nous contactez sur votre messagerie en ligne. Vous avez les différents moyens de nous contacter. Et puis, on va passer aux questions. Donc, je vais demander à nos modératrices, donc Émilie, Florence, Pascal, est-ce que vous avez des questions? Je peux commencer si tu veux, Émilie. J'ai une question, alors on a essayé de répondre dans le chat, mais je pense qu'elle peut concerner pas mal de personnes présentes aujourd'hui, d'autant plus qu'on est jeudi 20 novembre, journée du duodé. Et donc la question c'est, est-ce que les duodés ont un impact dans la contribution? Alors, si tu peux me permettre, Oui, c'est plutôt, ouais. Donc, du coup, les duodés, effectivement, peuvent être déclarés au sein de votre DSN. Bien sûr, il y a des modalités de déclaration spécifiques, puisqu'il n'y a pas de montant financier, voilà, de salaire qui est lié au duodé. Mais parfois, ça peut aussi permettre d'éviter une majoration de la contribution si aucune action n'a été faite dans l'entreprise, puisque comme on vous le disait en introduction, l'emploi aujourd'hui d'obligation des travailleurs handicapés, on le voit au sens large. Donc, on intègre aussi les stages, les PMSMP et voilà, tout autre contrat qui viendrait alimenter du coup votre emploi direct dans votre DSN. Merci Elodie. J'en pose une deuxième avant de passer la parole à Émilie. Est-ce que les salariés sont dans l'obligation d'informer leur employeur de leur reconnaissance de travailleurs handicapés? Et si oui, quels documents doit-il apporter?
Alors, la réponse est non. Le salarié est vraiment volontaire dans sa démarche d'informer l'employeur de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou tout autre titre de reconnaissance, puisqu'il y a aussi d'autres titres délivrés par la sécurité sociale notamment. C'est des choses qui lui sont vraiment propres et du coup, s'il ne souhaite pas le dire au sein de son entreprise, c'est tout à fait, possible pour lui. Après, en accompagnant l'entreprise et souvent, c'est ce que nous on va proposer dans nos plans d'accompagnement. L'idée, c'est quand même de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs pour que chacun puisse se sentir à l'aise de faire la démarche et le signaler pour éviter toute rupture professionnelle, notamment avec des possibilités selon, l'impact du handicap et les contraintes liées aux difficultés de santé, de pouvoir aménager les situations de travail, au mieux pour aussi impacter la qualité de vie, au travail. Dès lors que la personne va signaler à son employeur qu'elle est en situation de handicap, elle n'a pas à révéler la maladie ou sa difficulté de santé. Elle a juste à mentionner, voilà, son handicap et l'impact sur son emploi. Et enfin, au niveau de documents qu'elle peut fournir à son employeur, on va être sur, la RQTH, les titres de bénéficiaires type pension d'invalidité, rente accident du travail, ou maladie professionnelle. Merci, Une réponse très claire. Élodie. Ouais, parfaitement clair. Est-ce que j'ai encore quelques secondes Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une question qui est posée là en ce moment dans le chat. Avez-vous des références d'organismes susceptibles de proposer des candidatures de travailleurs en situation de handicap? Alors, on travaille, nous, avec le réseau public pour l'emploi. Aujourd'hui, France Travail a des task force handicap, donc des teams handicap qui peut, aussi du coup vous proposer des profils en situation de handicap accompagnés. Voilà, je cite le réseau public de l'emploi, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi vous proposer des profils. Il suffit de vraiment bien retravailler avec des acteurs avec qui vous travaillez sur vos recrutements, je dirais plus classiques. Dire que vous êtes handi accueillant et que, vous êtes ouvert à toute candidature de personnes en situation de handicap pour aller vers cette démarche. Et pourquoi pas aussi, puisque Pascal intervenait sur les entreprises adaptées, mais aussi, il y a les ESAT, pourquoi pas, au-delà d'un contrat de prestation de service, voir avec l'établissement si vous ne pouvez pas aller plus loin et embaucher la personne en interne pour, voilà, avoir dans vos salariés une personne aussi, issue d'un ESAT ou d'une heure. Si je peux me permettre, Élodie, j'ai effectivement indiqué dans le chat que les EA peuvent accompagner des parcours de salariés vers les entreprises classiques. Et sachez également que France Travail vient de mettre en place un dispositif qui s'appelle HandiMatch, qui permet de vous identifier comme des entreprises handi accueillantes, handi engagées, je pense qu'ils disent maintenant chez France Travail, sur leur site. Et les candidats qui sont en situation de handicap sont aussi invités à le faire savoir. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais s'ils le veulent, ils peuvent le faire savoir. Donc, vous pouvez désormais, sur le site de France Travail, repérer les candidats qui sont en situation de handicap si vous-même, vous avez déclaré que vous êtes une entreprise handi engagée. Tout à fait. Merci Pascal pour ce complément d'information. Alors, je ne sais pas s'il reste des questions parce qu'il est presque 14h15. Vous voulez respecter le timing? Alors, bonjour, donc là c'est Émilie. Il y a eu une C'est Émilie de l'URSSAF question pour la GFIP apparemment. La GFIP propose-t-elle une prime à destination du salarié lors de la reconnaissance de l'handicap de ce salarié? Alors, désolée Émilie, du coup je te pique toutes les questions. C'est pas grave. Donc du coup, non, on n'a pas, il n'y a plus d'aide incitative à l'embauche de personnes en situation de handicap, sauf pour 2 cas particuliers qui sont de l'ordre des contrats en alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, sachant que pour le handicap, il n'y a pas d'âge. Voilà, le critère jeune n'est pas pris en compte. Donc voilà, tout contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Sinon, on va vraiment être uniquement sur des aides compensatoires au handicap,
de l'intégration au maintien à la sécurisation des parcours et reconversion professionnelle. D'accord, merci beaucoup. Une petite dernière, enfin, il y en a encore une autre, effectivement. Je pense aussi c'est un petit peu plus côté AGFIP. Dans le cas de la SEEPH, nous avons commandé des affiches. Est-ce que cela peut rentrer dans des dépenses déductibles pour la DOETH? Alors, Comme dans une déduction pour la sensibilisation, ce serait dans ce cadre-là. là, par rapport au guide URSSAF, il faudrait peut-être s'y Oui, alors là, référer je sais parce pas. qu'on est vraiment Ça sur un dépend cas auprès de très qui on les particulier. achète. Ouais. Voilà, donc déjà, il y a le côté, est-ce que vous l'avez acheté auprès de peut-être d'un établissement adapté ou d'un ESAT, et auquel cas ça peut être déduit par rapport à la prestation de service. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait la notion de collectif, comment vous avez sensibilisé l'ensemble du collectif de travail. Donc sur le côté affichage, j'ai plutôt envie de dire c'est au cas par cas, donc peut-être revoir voilà, sur votre compte en ligne Oui. URSSAF pour aussi poser la question auprès des conseillers et bien vérifier la donnée. N'hésitez pas, pour la personne qui a posé cette question, de mettre peut-être votre mail. Hein. Évidemment, nous n'allons pas le publier. Hein. C'est dans et puis, nous engageons à pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. En tout cas, je vois que toutes les questions, on voit que des entreprises sont très mobilisées par cette semaine, cette 29e édition de l'emploi européen des personnes handicapées. Donc, ça nous fait plaisir. Il est donc 14h15, si on va respecter le temps. 17, Même 17. Alors, un grand merci à vous tous de nous avoir, d'avoir participé à cet événement. Je crois que vous avez été nombreux. Merci à nos chatteurs, nos modérateurs qui ont eu beaucoup de questions. À Pascal qui a pu intervenir en distanciel, donc de l'UNEA, et puis à AGFIP pour cette nouvelle collaboration. On espère avoir répondu à vos questions. Vous avez encore le temps pendant 10 minutes de reposer des questions. Hein. On vous enverra éventuellement la foire aux questions. Et puis, n'oubliez pas de compléter le questionnaire pour obtenir le support. Merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Merci.